Bonjour Michel Simès. Bonjour docteur, vous êtes médecin ORL, vous êtes chroniqueur radio chaque matin sur RTL, vous êtes présentateur d'émissions sur France 2 et vous êtes l'une des personnalités préférées des Français. En fait, vous étiez longtemps le médecin, le premier, le seul qu'on voyait à la télévision. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que des médecins à la télévision, changement d'époque. Vous vous êtes fait vacciner contre le Covid, c'était le 6 janvier dernier. On va parler bien sûr de la situation du pays, l'apéro c'est fini, c'est couvre-feu pour tout le monde à 18h. On va parler aussi de ce que la crise a changé, ce qu'elle change pour nous tous, mais ce qu'elle a changé aussi pour vous, comment vous l'avez traversé. D'ailleurs, vous l'aviez pas vu venir, vous allez nous raconter, vous avez été presque obligé de faire votre mea culpa. Mais tout de suite, ces mots de Jean Castex, l'épidémie est maîtrisée mais fragile. D'ailleurs, vous les écoutez encore, ces conférences du jeudi soir, ou vous en avez ras-le-bol ? Non, je les écoute bien évidemment parce que ensuite, moi, il faut que j'informe aussi le public qui m'écoute. Donc, bien évidemment que je les écoute. Alors, j'écoute un peu plus quand même le comité scientifique. J'écoute plus mes confrères plutôt que le Premier ministre, même si je suis obligé d'écouter, ne serait-ce que pour adapter ma vie aussi, ma vie personnelle à ces consignes. Mais oui, il a raison. C'est très fragile. C'est même je crois que la fragilité de la situation est due au fait que c'est complètement imprévisible. Et que ça, la science, elle n'aime pas du tout quand c'est imprévisible. Et c'est ce qui fait qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas quoi dire, et on ne sait pas ce qu'on va devenir. Et je peux vous assurer que Dieu sait si on a été, le monde scientifique a été un peu péremptoire. Même très péremptoire au début. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va, et c'est très déstabilisant. C'est déstabilisant pour le médecin, c'est déstabilisant pour les Français, c'est déstabilisant pour les politiques. Couvre-feu à 18h sur toute la France. Du point de vue du médecin, ça vous paraît une bonne mesure ? Si la décision a été prise, c'est que tous les experts ont estimé que le fait d'avoir un couvre-feu à 18h évitait les 2 heures, parce qu'avant c'était 20h, en tout cas pas dans toute la France, mais que ces 2 heures étaient un facteur de dissémination du virus. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Il est évident que de 18h à 20h, où on se fait ces fameux apéros, même si tout le monde va à l'apéro, il y en a beaucoup qui rentrent chez eux parce qu'ils ont aussi des choses à faire, mais probablement qu'il y a eu des études très très précises pour montrer que, effectivement, et puis on l'a vu dans les départements, les régions dans lesquelles ça avait déjà été appliqué, il y avait une réduction, d'après le Premier ministre, de 2 à 3 fois la transmission. Donc oui, c'est des mesures, si ça nous évite le confinement, faisons-le, quoi. Oui, en fait c'est tout sauf le confinement, quoi. Tout sauf le confinement, parce que et là, c'est peut-être plus sur le plan médical que je vous parle, mais c'est catastrophique. Et sur le plan psychologique, on en a beaucoup parlé, les dépressions, les étudiants qui sont complètement, qui sont complètement dépressifs et autres. Et puis l'économie, et puis tout ça. Et puis même, on a vu ce que le premier confinement faisait sur le plan médical par rapport aux malades chroniques, perte de chance quand on avait des accidents vasculaires cérébraux, enfin tout un tas de choses. Tout sauf le confinement, oui, bien sûr. Cette fragilité, cette tristesse, ce découragement, est-ce que vous le ressentez aussi dans votre quotidien de médecin, parce que vous continuez à consulter ? À un moment, il y a eu beaucoup moins de monde. Pendant le confinement, on a eu beaucoup moins de monde en consultation. Les gens avaient peur de venir à l'hôpital. Alors ça a changé un petit peu. Et puis surtout, alors moi, dans mon domaine ma spécialité, l'ORL, étant donné qu'il y a des gestes barrières, les masques et les lavages de mains au gel, on a beaucoup moins de rhume. Ouais. On a beaucoup moins de sinusite, on a beaucoup moins, finalement... Bon, tant mieux, au moins qu'il y ait quand même quelque chose. Il y a moins de grippe, il y a moins de tout ça. Après, les gens, oui, ils en ont marre, surtout. Moi, ce que je vois en consultation, mais pas seulement, même dans ma vie quotidienne, vous voyez autour de vous, enfin, les gens en ont vraiment marre. Ils en ont marre parce qu'on ne voit pas le bout, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune perspective, quoi. Il n'y a aucune perspective. À chaque fois qu'on voit la lumière au bout du tunnel, finalement, le tunnel tourne encore pendant des kilomètres. Donc voilà, les gens en ont... Il y a une morosité ambiante qui est évidente dans la vie quotidienne et qui est évidente aussi en consultation. Il y a un des points aussi qui a été annoncé par le Premier ministre cette semaine, c'est l'interdiction de faire du sport pour les enfants, pour les élèves, pour les jeunes, en intérieur, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les activités extrascolaires. Est-ce que là, on n'est pas en train de se retrouver dans une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on fait ça pour protéger des risques sanitaires, mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer un autre risque ? Vous qui, au quotidien, dans vos émissions, vous dites, voilà, il faut faire du sport, il faut se bouger. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de ça ? Si, c'est une catastrophe.
c'est une véritable catastrophe de repartir dans une interdiction de faire du sport. Les dernières données que l'on a, qui viennent de l'ONAPS, qui est l'Office national c'est l'observation de l'activité physique et sportive, montrent que à la suite des confinements, l'indice de masse corporelle des enfants a considérablement grimpé. L'IMC, c'est le reflet du surpoids et de l'obésité. Les capacités cognitives des enfants a baissé de 40% pendant le confinement et leur capacité physique s'est effondrée, due au fait qu'on ne pouvait pas leur faire de l'activité physique. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, on estime qu'un enfant sur 5 est en surpoids ou obèse. Mais alors du coup, leur empêcher encore de refaire du sport? Je pense que ce n'est pas une bonne décision. Autant toutes les décisions qui sont prises pour éviter que le virus ne se transmette sont bonnes. Moi, je pense qu'empêcher les enfants de faire du sport, c'est pas bon. D'abord parce qu'ils vont rester chez eux et qu'on voit ce que ça donne, que les parents ne peuvent pas toujours être là en fin de journée, même si le confinement, même si on va avoir le couvre-feu à 18h, mais empêcher les enfants de réduire l'activité physique des enfants est sur le plan sanitaire une catastrophe. Ouais. La vaccination, ça y est, pour vous, c'est fait. C'était le mercredi 6 janvier. Et c'est fait vraiment, vraiment, Apolline. Oui, je tiens à le répéter. Pourquoi vous le répétez? Parce Je vais expliquer pour ceux qui nous écoutent. Ouais. C'est parce que, en effet, donc vous êtes fait vacciner. Vous êtes fait vacciner d'ailleurs devant les caméras. Vous estimiez que c'était important de montrer l'exemple. Et puis alors, ça y est, très vite, sur les réseaux sociaux, sur Internet, à grands coups de vidéos, on dit qu'en fait, bah non, vous aviez mis du sérum physiologique, que vous aviez même peut-être une seringue avec une aiguille rétractable. Donc, oui, non mais alors, vous êtes fait vraiment vacciner. Il ne faut pas donner plus d'importance à ces tarés qu'il ne doit en avoir. Si vous voulez, c'est fou, ces complotistes complètement malades. Avant, on n'en parlait pas, mais avec les réseaux sociaux, bien évidemment, ça prend beaucoup d'ampleur. Ils sont que quelques centaines ou quelques milliers au maximum à faire courir ce genre de bruit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si le médecin qui m'a injecté ça devant les caméras et devant les photographes a utilisé une aiguille rétractable, il a appuyé très très fort sur mon épaule parce que j'ai eu un petit peu mal pendant 2 jours. Donc vraiment, si vous voulez, c'est... Après, alors... C'est un côté pathétique parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Il paraît qu'il y a un type qui a fait une vidéo en grossissant l'endroit où je me faisais piquer en montrant que l'aiguille avait disparu. Mais c'est tellement pixelisé que bien sûr que l'aiguille elle disparaît quand vous zoomez sur une image. Alors il y a un moment où vous vous dites mais c'est pas possible, ils sont complètement débiles. Alors j'ai fait sur Dr Good, sur mon Instagram Dr Good, j'ai démenti ça immédiatement pour pas laisser croire à la rumeur. Puis à un moment, vous vous dites, c'est tellement pathétique que ça en devient comique, quoi. Quel intérêt j'aurais à me faire une fausse vaccination, quoi? Quel intérêt? Mais on va y revenir parce que ces réseaux sociaux, ils vous ont quand même pas mal empoisonné au point que vous avez quitté Twitter. Mais quand même, on a l'impression que sur cette question de la vaccination, il faut convaincre. C'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez fait devant les caméras. J'aimerais bien qu'on vous écoute quand vous en êtes sorti, justement, juste après avoir été vacciné. Je suis content parce que moi j'ai un père qui est âgé et que si je suis vacciné, dans quelques semaines, mes anticorps vont me permettre de pouvoir le serrer dans mes bras plus facilement. J'ai un père qui est âgé, je vais pouvoir le serrer dans mes bras plus facilement. Comment vous l'avez traversé personnellement cette période dans laquelle on est encore aujourd'hui, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos proches? Est-ce que vous avez été inquiet? Alors, il se trouve que pendant le premier confinement, je suis allé... moi, je ne suis pas très inquiet pour ma propre santé. Non pas qu'à mon âge, 63 ans, je ne puisse pas faire de forme grave, mais j'ai plutôt un bon état général. Je fais beaucoup de sport et on sait que ça, c'est bon pour le système immunitaire. Bon, et puis, j'ai suivi les gestes barrières. En revanche, moi, au début, je suis allé filer un coup de main en réanimation dans l'hôpital dans lequel j'exerce. Je suis allé passer plusieurs jours là-bas. Au moment où c'était le grand rush de malades, où c'était une vision d'apocalypse. Je n'avais de ma carrière jamais vu autant de malades qui avaient tous et le même profil, qui étaient tous pratiquement obèses, et qui étaient tous techniqués de la même façon, qui avaient tous les mêmes traitements, c'est-à-dire ils avaient les intubations, tout ce que vous aviez, et tout ce que vous voulez, et il n'y avait que ça. Et je me souviens encore de la visite que me fait faire le chef de service, en m'emmenant dans une autre salle qui avait été ouverte uniquement pour les Covid. Mais je vous assure que j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. J'en ai connu des choses en tant que médecin, je suis pas un jeune interne.
J'avais jamais vu ça. Et donc, en sortant de là, puis quand vous arrivez dans un service de réanimation, le chef de service vous dit, je vous préviens, vous êtes ici, vous baignez dans le coronavirus. Donc, faites gaffe quand vous rentrez dans les chambres, quand vous vous désinfectez, etc. Donc, moi, quand je suis rentré chez moi, je me suis isolé. Parce que pendant les quelques jours où j'ai aidé, je me suis dit, je vais rapporter le virus chez moi. Donc voilà, il y avait aussi cette crainte. Vous l'avez pas eu? Vous l'avez pas? Non, j'ai pas eu le Covid, non. Il y avait cette crainte de rapporter le virus, donc je faisais hyper attention, etc. J'étais peut-être même dans une attitude un peu paranoïaque, mais je voulais absolument pas rapporter le virus chez moi et protéger, puisque ce que j'avais vu étant tellement apocalyptique que bon. Donc je l'ai vécu moi à titre personnel, pas très inquiet, mais en tant que médecin. Du jamais vu, mais tous les médecins vous diront ça, hein. Tous ceux qui sont allés en réa ou qui ont vu des gens, vous diront c'est quelque chose d'inimaginable. Vous avez même dit que vous aviez aussi découvert à cette occasion-là le système de santé, les limites, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et pourtant, j'exerce dans le navire amiral. J'exerce dans le navire amiral de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, mais effectivement, je me souviens très bien en réanimation, à un moment. Dans ce grand hôpital, on a manqué de curare, qui est le produit qu'on injecte pour que les gens ne luttent pas contre... Vous savez, quand vous êtes intubé, si vous êtes conscient, vous luttez contre l'intubation et le ventilateur. Il faut donc que les gens se calment et leur mettre des médicaments. Et je me souviens très bien que dans ce grand hôpital, qui est probablement le fleuron de la médecine française, c'était un Pompidou. C'était un Pompidou. On manquait de certains médicaments. Et je me souviens aussi que le chef de service et les infirmières me disaient tout va bien avec les familles. Ils passaient beaucoup de temps à téléphoner aux gens, aux familles pour donner des nouvelles, puisque les gens ne pouvaient pas venir en réanimation, bien évidemment. Et je me souviens que les infirmières me disaient les seules fois où on se fait engueuler, c'est quand les gens nous demandent pourquoi on n'a pas mis d'hydroxychloroquine. Et ça... Une obsession, quoi. Une obsession. Une obsession, et c'était en pleine médiatisation de cette histoire. Et les seuls moments de tension avec les familles qui étaient toutes hyper reconnaissantes vis-à-vis du corps médical, les infirmières se faisaient engueuler parce qu'ils n'étaient pas sous hydroxychloroquine. Vous lui en voulez au professeur Raoult d'avoir donné de l'espoir? C'est-à-dire qu'en fait, quand on écoute ce que vous nous racontez, c'est aussi qu'en fait, on peut le comprendre. S'ils se disent, c'est ça qui va sauver, je sais pas, mon mari, mon père, ma mère. Moi, je n'en veux pas à titre personnel parce qu'il croyait manifestement en ce qu'il disait. Enfin, je veux dire, ou alors il faut être vraiment zinzin pour dire le contraire de ce qu'on imagine. Il était convaincu, peut-être qu'il l'est encore aujourd'hui, il était convaincu que l'hydroxychloroquine est efficace. Je rappelle qu'aujourd'hui, toutes les études ont montré que ce n'était pas le cas. Bon, il s'est battu pour ça. J'en veux, moi, plutôt qu'à Raoult, j'en veux plutôt à la presse qui a relayé sans arrêt. Et j'en veux surtout à tous ceux qui ont signé le manifeste en faveur de l'hydroxychloroquine à l'époque, dont des médecins, dont des grands noms de la médecine en France, dont je me demande encore comment ils ont pu se foutre dans ce truc-là. Il y a assez peu de mea culpa de son côté ou du côté de ses supporters. Vous, en revanche, vous avez fait un mea culpa, parce que le 10 mars, une semaine avant les municipales, au tout début, vraiment à l'aube de la crise, vous disiez que vous n'étiez pas inquiet, vous disiez que ça n'est qu'un virus de plus qui ressemble à la grippe. Vous avez précisé, et d'ailleurs ça a été un peu transformé, vous avez utilisé le mot grippette, mais pas pour dire que c'était une grippette, vous avez dit ce n'est pas une grippette, ce n'est pas un rhume, c'est une forme... Non mais je reprends les mots. Honnêtement, vous avez dit c'est une forme de grippe qui est un peu plus cognée que la grippe, donc plus que la grippe, mais ça restera une maladie virale comme on en a tous les ans. Eh bien, je me suis trompé. Alors, je me suis trompé, c'est marrant parce que, bon, alors effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un peu l'affection des Français et je suis... Pas un peu, vous faites partie des personnalités préférées des Français. Et voilà, Bruno Mazur m'a dit une chose très juste, parce que lui, il m'avait attaqué sur Twitter en disant que c'était insupportable ce que je disais, et je l'ai appelé, parce que ça me faisait un peu de peine ce qu'il disait, parce que j'aime bien Bruno Mazur, et il m'a dit, écoute, bon, d'abord il a retiré ce qu'il a dit, mais il a dit, tu es en vitrine, et quand il y a une manifestation et que les gens ne sont pas contents, le premier qui prend le pavé dans la gueule, c'est le mec qui est en vitrine. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, bah oui, donc je suis à la fois aimé des Français, j'ai une crédibilité et une légitimité dans le discours scientifique, mais en même temps, je ne suis qu'un relais entre les informations qu'on me donne, et que donnaient l'OMS et la Chine, et les Français, à qui j'essaye de simplifier le discours. Je ne suis pas allé à Wuhan
pour aller faire mon enquête. Je ne suis pas allé à Genève, à l'OMS, pour vérifier que tout ce qu'il me disait était juste. Il fallait bien que j'analyse et que j'interprète à partir des données que j'avais. Et effectivement, comme beaucoup de médecins, mais moi je suis un peu plus en vitrine que les autres, j'ai tenu un discours qui s'est avéré faux. Mais c'est une extraordinaire leçon pour moi, en tant que médecin, et pour moi en tant qu'informateur. On vous sent encore touché quand même. Oui, bah, je suis un être humain. Moi, alors même si je ne suis pas sur les réseaux, quand mes potes m'appellent sans arrêt dans la journée en me disant on est avec toi, on est avec toi, on est avec toi, je dis mais vous êtes avec moi, c'est gentil, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit mais tu te fais bâcher sur les réseaux, c'est terrible. Bon, alors à un moment vous la fermez et puis ça s'est calmé. Oui, j'ai été touché parce que ouais, je ne sais pas si demain vous voyez sur les réseaux sociaux qu'on vous bâche et qu'il n'y a pas de raison vraiment objective et que c'est plutôt injuste, bah, vous demandez ce qui vous arrive. Après, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Et puis je me suis dit, puis maintenant je recommence à parler de la vaccination, et puis je me fais tuer par les antivax et tout. Mais après, bon, une fois que vous avez pris du recul, oui, on s'habitue. Puis surtout, à un moment, je me suis dit que les gens qui sont sur les réseaux, les haters, qui balancent des saloperies sur les réseaux, ne représentent qu'eux-mêmes. C'est le café du commerce. Sauf qu'on n'est plus au café, on est sur les réseaux et que la presse hypertrophie un petit peu tout ça. Mais il y a 67 millions de Français ou quelque chose comme ça. Il y a quelques personnes qui m'aiment pas et qui me démolissent sur Internet. Franchement, je leur dis à travers votre émission, vous perdez votre temps, ça ne me touche plus du tout. Il y a les réseaux sociaux, il y a les politiques qui ont adoré. Alors pour certains, ils aiment être pris en photo avec vous, et puis pour d'autres, ils adorent dire que vous vous êtes trompé. Ça a été le cas notamment de Marine Le Pen qui a fait de vous une cible. Je sais bien que l'idée, c'est de diluer les responsabilités en disant tout le monde était coupable. Non. Il y a des médecins qui ont annoncé ce qui se passait, il y a des médecins qui ont raconté n'importe quoi comme M. Simès. Vous voyez, là, il y a des différences. Voilà, je suis désolé, en politique, c'est pareil. Oui, j'ai entendu ça, que j'étais devenu une obsession pour Marine Le Pen. Je vais vous dire, bon, moi j'ai fait une erreur au départ, qui était de m'attaquer aux politiques. Parce qu'à un moment, ça m'énervait un peu d'entendre des discours politiques. Des gens qui disaient, par exemple, Marine Le Pen disait toujours qu'il faut fermer les frontières, comme si voilà, le fait de fermer les frontières brutalement, ça empêchait les virus. Cela dit, on va le faire là. Non, mais on va le faire, on va demander des tests, on va demander tout ça, mais vous fermez des frontières, mais les gens passent par là. Enfin, c'est pas des fenêtres, les gens peuvent rentrer. Donc, je trouve que le discours était excessif dans ce sens-là. Mais vous dites j'ai fait une erreur, ça veut dire qu'en fait, on peut rien. Non, on peut pas dire, on peut pas s'attaquer aux politiques. Bah, c'est surtout qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils ont des réseaux de dingue. Ouais. Parce que dès que je me suis mis à attaquer un certain nombre de personnalités politiques sur leur discours sanitaire, je me suis fait démolir par des réseaux. Ça va très très vite. Et j'aurais pas dû, et je regrette. Ça vous inhibe aujourd'hui? Est-ce que vous vous auto-censurez? Oui, non, je ne m'auto-censure pas, mais j'évite de donner mon avis sur ce que disent les politiques, parce que c'est pas mon rôle. D'abord, on me demande d'informer sur le plan médical. Et quand je dis je regrette, c'est pas, j'ai aucune affinité particulière ni avec Marine Le Pen ni avec d'autres gens. Mais vous voyez, alors. Effectivement, c'est des mois après que voilà, elle n'était pas contente. Mais vous savez, j'ai même reçu, je peux vous dire, et je vous dirai pas de la part de qui, j'ai reçu des messages pas très gentils sur mon propre portable de la part de certains politiques. Donc, il y a un moment où vous dites, j'ai pas répondu bien évidemment, mais vous dites finalement, est-ce que c'est mon rôle, moi, en tant que médecin, de contrer? Je suis pas éditorialiste politique, et je pense que j'aurais pas dû m'attaquer à la politique, mais très franchement, ça ne m'a pas traumatisé ce qu'on vient d'entendre. Il y a quand même une question, un mystère, Simès. C'est presque une marque aujourd'hui, Simès. C'est-à-dire que je voudrais d'abord savoir comment ça marche. C'est-à-dire la journée, on vous entend le matin, vous êtes chroniqueur dans la matinale d'RTL, on vous entend le soir dans les émissions de France 2. Entre-temps, il y a aussi votre magazine, le magazine Dr Good, il y a vos engagements, il y a du sport, beaucoup, il y a le PSG que vous soutenez, on y reviendra. Ça fait des journées quand même très remplies. J'aimerais bien me mettre aussi un peu dans vos pas. C'est quoi la journée de Michel Simès? Elle est beaucoup plus simple que vous n'imaginez. Ah oui? D'abord, je me lève très tôt. Je me lève en général entre 5h et 6h du matin parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc c'est une grande chance. Et je suis tout de suite opérationnel. Et donc mes journées sont très denses, mais finalement, d'abord j'ai un scooter pour me déplacer très très vite d'un endroit à un autre.
Et surtout, j'ai des équipes. Enfin, je ne peux pas faire ça tout seul. Là, ce que vous décrivez, et les gens m'en parlent souvent, ils me disent mais comment tu arrives à faire tout ça? Mais je ne pourrais pas faire le 10e de ce que je fais si je n'étais pas entouré. Même si c'est moi que vous voyez encore une fois en vitrine, j'ai derrière des équipes de dingue. Ce qui vaut mieux, il vaut mieux pour faire tout ce que je fais, c'est avoir des cases et passer vite d'un truc à l'autre. Mais c'est que de la médecine. Je suis monothématique, moi. Et toute la médecine, je l'ai dans la tête depuis mes études, et puis aujourd'hui, grâce à ce que je lis en permanence. Donc finalement, c'est pas si compliqué. Le seul truc que j'arrive bien à faire, c'est de passer d'un format radio à la télé, à l'hôpital, mais là, le thème, il reste médical. Je suis passionné par ce que je fais et je suis super bien entouré. Donc je bosse pas, et je peux vous dire, parce que les gens me disent, mais vous dormez jamais, le soir, je ne bosse pas, je rentre chez moi comme tout le monde. Alors maintenant, ça va être à 18h. Ce sera à 18h. Bon, mais j'ai des petites dérogations, je suis médecin. Et je rentre chez moi, et le vendredi soir jusqu'au lundi matin, vous ne me parlez pas boulot. Je suis en famille. Vous savez déconnecter, quoi. Complètement. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à votre photoportrait. Vous êtes né le 14 mai 1957, vous avez 63 ans, vous êtes père de 3 garçons. On voit d'ailleurs l'un d'eux qui vous regarde à la télévision. Vous êtes aujourd'hui marié, votre femme s'appelle Nathalie. Et puis il y a les autres femmes, les femmes de votre vie médiatique. La première, c'est Marina Carrère-Dancos, avec laquelle vous avez présenté pendant 20 ans le magazine de la santé sur France 5. La seconde, c'est Adriana Carambeu, avec qui vous co-présentez les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Qu'est-ce qu'elles vous apportent, toutes ces femmes? Ah bah, le bonheur de ne pas travailler seul. C'est pour moi, et ce sont... alors, c'est pas des femmes avec qui je co-présente, ce sont des amis. Marina, on s'est connus avant même de faire de la télévision, on était amis, et c'est progressivement qu'elle est venue co-présenter le magazine de la santé avec moi, mais ce sont des amis, des complices. Adriana, je ne la connaissais pas avant de commencer les pouvoirs extraordinaires du corps humain, et on est devenus très amis. Donc, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Elle m'apporte... vous savez, quand... bon, je déconne pas mal, voilà, je suis pas toujours très sérieux, et surtout, je suis pas toujours concentré. Et sur le plan professionnel, si j'avais pas Marina, ou si j'avais pas eu Marina, ou si j'ai pas Adriana avec moi, je peux partir en vrille très vite. C'est-à-dire que je peux ne pas me foutre complètement du temps, partir dans des vannes, etc. et oublier qu'on est en train de tourner. En fait, elles sont les gardiennes, quoi. Elles sont les gardiennes du temps, surtout. Ouais. Marina, c'était terrible. Et puis parfois, je ne savais plus où on en était, et c'est Marina qui reprenait le relais. Ouais. Si vous deviez choisir télé ou médecine? Médecine, je ne choisis pas parce que je suis médecin à la télé. Donc, pour moi... Dans ma tête, je vais vous dire, le jour où un magazine télé a fait de moi l'animateur préféré des Français, je me demandais de qui il parlait. Parce que je ne disais... Vous ne vous vivez pas comme animateur? Non. J'ai compris que je présentais des émissions. Mais je suis tellement médecin dans ma tête, ça fait 12 ans d'études, l'exercice, etc. Je suis tellement médecin dans ma tête que finalement, je n'arrivais pas maintenant à... Je me suis un peu soigné, mais à penser que j'étais vraiment animateur. Pour répondre à votre question, j'ai pas à choisir, puisque c'est que de la médecine que j'exerce de différentes façons. Vous avez grandi dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Vos parents, Nathan et Anna, sont dans un premier temps tailleurs à domicile. Votre histoire de famille, elle est très marquée par la Shoah. Vos 2 grands-pères, qui étaient arrivés de Pologne en France dans les années 1920, sont déportés à Auschwitz. La seule qui répondait à vos questions sur ce sujet, c'était votre grand-mère maternelle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Pas grand-chose sur cette période. Je posais assez peu de questions, en fait, et tout ce que j'ai appris sur l'histoire de la famille, de la Shoah, c'était plutôt après. La mort de ma grand-mère, elle est morte à 100 ans. Et c'est plutôt après que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à chercher dans les archives, au mémorial notamment, et à poser beaucoup de questions à mes parents. Ce sont surtout eux et surtout mon père. Ils ont fini par vous raconter, oui, par vous dire. Mais eux, ils avaient été cachés pendant l'occupation, et ils avaient été cachés à la campagne, dans des fermes. Mais ils m'ont raconté, et en fait, je vais vous dire, j'ai appris il y a seulement quelques années
que mon père et son frère, mon oncle donc, et ma grand-mère, avaient été sauvés de la rafle du Veldiv parce que la veille, un policier en civil français était venu les prévenir qu'il y aurait la rafle et ils se sont cachés chez un cartonnier dans le même immeuble et ils ont passé la nuit sous les cartons au moment où les gens étaient raflés. Et je l'ai appris qu'il y a quelques années parce que mon père s'en est souvenu. Il m'a dit, ah oui, bah, il était petit à l'époque, il devait avoir 11 ans, un truc comme ça. Il s'en est souvenu. Et depuis, je cherche le cartonnier qui est mort probablement. Sa famille? Je cherche sa famille parce que j'aimerais bien en faire proposer qu'ils soient des justes parce qu'ils ont sauvé mon père et sa mère et son frère. Et j'ai du mal parce que je cherche beaucoup, j'ai le nom, j'ai tout ça, mais j'ai un peu du mal à les trouver. J'ai activé beaucoup de choses, mais j'espère les trouver. Votre grand-père s'est pas caché? Il a été à l'appel. Mon grand-père paternel, lui, s'était engagé dans l'armée française parce qu'il estimait qu'il avait à rendre ce que la France lui avait donné en l'acceptant dans les années 20. Il s'était engagé, démobilisé, bien sûr, et puis ensuite il a été convoqué par la police française qui lui a demandé de venir avec une valise au gymnase Japy dans le 11e arrondissement de Paris. Et ma grand-mère lui a dit « n'y va pas ». Il lui a dit « mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? J'ai servi dans l'armée française, je suis convoqué par la police française. Moi, j'y vais, il y a zéro risque. Il a été arrêté, emmené à Pithiviers, en passant par Drancy, je pense, et puis déporté à Auschwitz. Et il n'est jamais revenu. Je voudrais que vous nous racontiez un épisode quand vous entrez dans ce classement des personnalités préférées JDD, ouais. des Français, du JDD, vous prenez le journal et vous allez au gymnase Japy. Oui, parce que c'était un raccourci de l'histoire incroyable, quoi. C'est-à-dire que, alors d'abord, j'ai été complètement sidéré d'être. Alors, je veux bien être animateur préféré des Français ou dans les animateurs préférés. Bon, c'est la télé, c'est mon boulot, mais là, j'étais, je sais pas, 4e ou je sais plus combien, 5e. Des personnalités. Préféré des Français, mais toute personnalité. J'étais devant Belmondo, devant machin. Enfin, je veux dire, moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça, je vous promets. Et je disais, c'est pas possible, quoi. Derrière moi, il y avait des gens, mais c'était des monstres pour moi. Et donc, je trouvais que c'était un raccourci de l'histoire incroyable. C'est-à-dire que, je sais pas combien d'années après que mon grand-père ait été arrêté par la police française, j'ai reçu un message d'amour de la part du pays qui a arrêté mon grand-père et qui a été responsable de sa mort. Donc, effectivement, je suis allé avec mon fils, avec le JDD, au gymnase Japy, où je n'étais jamais allé. Parce que c'est là qu'en fait votre grand-père a été arrêté. Voilà, et j'ai tendu le truc, le JDD en l'air, et j'ai dit à mon grand-père, tu vois, voilà. Ceux qui t'ont envoyé à la mort, envoie un message d'amour à ton petit-fils. Vous croyez en Dieu? Pas trop. Mais vous avez quand même regardé le ciel? Ouais. Et j'ai pleuré. Il y a des moments dans la vie où vous faites des trucs, vous savez pas pourquoi, mais j'ai failli. En 2012, vous allez à Auschwitz pour voir et peut-être soigner votre propre angoisse. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous avez dit « depuis je me suis soignée à un moment ». Vous aviez ces angoisses, est-ce que vous y avez trouvé la réponse? C'est difficile. Moi, je crois, alors même si je ne suis pas croyant, je crois beaucoup en la mémoire collective. Et je ne sais pas l'expliquer. Je crois je pense qu'on a des traces dans nos gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des gènes qui s'expriment en fonction de notre vie, de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, et je pense que à un moment, je dois avoir des gènes qui se sont réveillés et qui ont fait, alors qu'on ne m'a pas beaucoup parlé, on m'aurait noyé d'informations sur la Shoah pendant mon enfance, je pourrais dire que j'ai été psychologiquement préparé, traumatisé. Mais ce n'était même pas le cas. À un moment, j'ai voulu savoir, j'ai voulu voir. Je suis allé à Auschwitz, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai voulu faire mon bouquin sur les médecins nazis. J'ai voulu tourner le documentaire là-bas sur place. Ce livre, il s'appelle Hippocrate aux enfers. Un livre et un documentaire. Et l'histoire d'Hippocrate aux enfers est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai mis, je crois, 2 ans à écrire ce bouquin, parce que c'est compliqué, il faut lire beaucoup, c'est quand même assommant, hein, tout ce que vous lisez, tout ce que vous pouvez lire. Et j'ai écrit ce bouquin en me disant, bon, il y aura peut-être des gens qui m'aiment bien, qui l'achèteront, etc. Je crois qu'on en a à 200 ou 250 000 exemplaires, c'est-à-dire qu'il est recommandé dans les facultés de médecine aujourd'hui.
Et ça, c'est une grande fierté. C'est pas le fait d'en avoir. On sent que vous êtes particulièrement fier, au fond, de ça, de ce travail-là que vous avez mené. Pourtant, vous avez quand même beaucoup de choses à votre actif. C'est le truc dont je suis le plus fier. Ouais. C'est le truc dont je suis le plus fier parce que finalement, j'ai probablement fait découvrir aux Français une petite partie de cette période que les gens ne connaissaient pas. Et puis, je suis très très fier que ce bouquin soit recommandé aux étudiants qui sont en première année de médecine par certaines facultés pour leur dire la médecine peut aussi emmener vers ce genre de choses. Et qu'il faut être très vigilant quand on est médecin, parce qu'on a beaucoup de pouvoir sur la vie des autres. On a une énorme responsabilité. Michel Simès, il y a les politiques qui vous critiquent et puis il y a ceux qui adorent se montrer avec vous, alors, être en photo à vos côtés, de gauche comme de droite d'ailleurs. Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand, François Hollande. On vous a jamais proposé de vous engager en politique? Non. On m'a jamais proposé. J'ai beaucoup de... Alors, je ne sais pas, c'est gentil de penser qu'ils ne s'affichent pas avec moi, enfin ils n'ont pas besoin de moi, vous l'avez dit, mais j'aime beaucoup. Forcément, ils se disent qu'un peu de cet amour va rejaillir. Non, mais peut-être, mais et vous avez raison de préciser que c'est de droite ou de gauche. Enfin, j'ai mes opinions politiques. Sauf extrême droite, extrême gauche. Vous l'avez dit, ça, je suis allergique autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Absolument. Je suis allergique à l'intolérance. Et je trouve que les discours politiques, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, sont intolérants et ça, je ne supporte pas. En revanche, le reste, je suis très ouvert sur tout. Xavier Bertrand a été un excellent ministre de la Santé et c'est un type que je trouve super. Roselyne Bachelot, elle me fait marrer et en plus, c'est une excellente ministre, même si aujourd'hui, c'est un peu compliqué. François Hollande, je l'ai rencontré une fois alors qu'il était président pour essayer de le faire bouger, qu'il soit l'exemple pour faire bouger les Français. Et puis j'ai eu la chance de dîner avec lui aussi après. Mais c'est quelqu'un d'adorable, de drôle. Tout le monde le dit. Lui aussi, il vous a fait marrer. Tout le monde le dit. Il m'a fait marrer. Mais c'est quelqu'un, on a l'image du président de la République, et puis il y a l'homme à côté. Et c'est un mec super sympa. Mais vraiment, à tel point que je lui ai dit un jour, mais comment ça se fait que dans la vie, vous êtes tellement sympa, marrant et tout, et que quand on vous voit comme président, il dit, parce que la fonction l'exige, la fonction l'empêche probablement d'être ce qu'il est dans la vie quotidienne. C'est une des grandes inquiétudes de la crise aujourd'hui, le foot français. Vous êtes un passionné de foot. Quand vous voyez la difficulté des clubs aujourd'hui, comment on fait pour les aider ? La période est très triste aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je loupe aucun match du PSG, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ? On s'ennuie pas seulement à cause de la qualité du jeu, mais finalement, on s'ennuie parce qu'il n'y a pas d'ambiance, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, même sur les matchs retransmis à la télé. Donc on est dans une période très compliquée parce qu'on finit par voir les gens qui se retirent un peu de ces spectacles qui n'en sont pas toujours. Après... C'est une catastrophe pour le foot en ce moment, mais j'ai envie de vous dire, il ne fallait pas se jeter dans les bras de Mediapro. Hein. Aujourd'hui, ils sont gentils, tous ceux qui disent oui, merci, on va avoir un nouveau diffuseur, etc. C'est une dérive. Oui, c'est le signe d'une dérive. Mais oui, c'est une dérive. Mais ça fait des années qu'on dit que les joueurs sont trop payés, qu'il y a trop de fric qui circule, etc. Mais si la France est la seule à ne pas avoir d'argent, il faut qu'on arrête de jouer au foot, parce que la Champions League, il n'y aura plus personne. Enfin... Donc il ne faut pas leur baisser leur salaire, sinon... Non, si. Ou alors pour tout le monde. Non, bien sûr, il faut demander. Mais à tout le monde, il faut demander, bien évidemment. Ouais. Mais il faut que l'Europe le fasse. Si la France le fait de son côté, ça ne sert à rien. Il faut que tous les clubs en Europe fassent des efforts et que tous les joueurs fassent des efforts, bien évidemment. Mais si on le fait de notre côté, il n'y a plus de foot en France, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait une décision européenne pour qu'il n'y ait pas de surenchère de la part d'autres clubs qui vont venir nous chercher les meilleurs. Vous avez deux passions, le cinéma et le foot. Vous ne pouvez plus aller au stade, vous ne pouvez plus aller au cinéma. Non, et je ne peux plus aller au théâtre. Et c'est pas grave, et c'est comme ça, et il faut attendre. Ou est-ce que vous vous dites quand même on aurait pu se débrouiller pour laisser ça ouvert ? Je vais vous dire, et puis je suis pote avec Bruno Solo, Stéphane Fraisse, Philippe Lelièvre et tout, et ils sont mal, ils sont vraiment psychologiquement très mal. C'est pas des questions financières, c'est qu'ils ont plus de... Il n'y a plus de sens, quoi. Il n'y a plus de sens, quoi. Ils ne peuvent plus jouer, ils peuvent plus... Enfin, et encore, ils ont la chance de faire des téléfilms pour certains. On aurait pu faire autrement ? C'est-à-dire du point de vue, là, pour le coup, du médecin. Je pense que les spectacles... Je comprends, et pardon, mais je comprends peut-être un peu plus le monde du spectacle
que les restaurants et les bars qui, eux, c'est compliqué parce qu'on sait que ce sont des endroits où la transmission est très importante. Après, parce qu'on enlève le masque. Voilà, on enlève le masque. Mais après, dans les salles de spectacle, très franchement, si vous espacez les gens, à la limite, alors c'est tout le problème du passeport vaccinal aujourd'hui. On se dit, oh là là, un passeport vaccinal, mais il va y avoir une scissure de la nation, ça va être catastrophique. Et On va comment stigmatiser les uns. Oui, enfin... C'est quoi ce débat? On va vous demander un certificat de vaccination. Si vous êtes vacciné, vous aurez accès à un avion. Mais c'est ce qui va se passer de toute façon. Il faut arrêter de penser que personne va nous demander le passeport vaccinal. Bon, si demain il faut un passeport vaccinal pour entrer dans les salles de théâtre ou de cinéma, ou s'il faut montrer qu'on est vacciné ou qu'on a... Voilà, c'est comme ça. Ou on arrête tout en disant non, pas de passeport vaccinal, ou on essaye de relancer un peu l'économie de la culture en mettant des contraintes. Ah oui, il y aura des gens qui ne pourront pas y aller. Bon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout pour ça? Non. Et je pense qu'effectivement, les salles de spectacle pourraient, je suis un peu d'accord avec eux, pourraient rouvrir. Vous dites si on peut présenter à l'entrée le fait que comme on inscrit ses enfants à la crèche ou à l'école, s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas être inscrits. Exactement. Vous rentrez, vous lavez les mains, ou on vous impose, il faut le masque, etc. Je pense que je ne suis pas sûr que les théâtres ou les cinémas, avec des mesures, des gestes barrières, soient les endroits où le virus va circuler le plus. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux images de la semaine. Donald Trump, à quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, le président américain qui est confronté pour la deuxième fois à la procédure d'impeachment, la Chambre des représentants qui l'accuse d'avoir incité à l'insurrection au moment de l'assaut du Capitole par ses partisans. C'était le 6 janvier dernier, le jour de votre vaccination. Vous avez souvent critiqué le président américain. Je voudrais qu'on parle un instant de Twitter, parce que vous avez quitté Twitter, vous le disiez tout à l'heure. Twitter a banni Donald Trump de son réseau. Est-ce que c'est une bonne chose de fait, vous vous dites, ou alors une décision trop extrême? Qui doit décider qu'on peut parler ou pas? Moi, quand j'ai appris que Twitter avait banni Trump et que d'autres médias avaient suivi, j'ai trouvé que c'était quand même une très bonne décision. Après, j'ai vu toutes les réactions politiques, oui, c'est pas à Twitter de décider, la liberté d'expression, etc. Mais quand vous avez quelqu'un qui est psychologiquement est quand même assez dangereux et qui s'exprime. Et vous voyez encore, je crois que là, les sondages montrent qu'il y a encore 65% des républicains aux États-Unis qui trouvent qu'il a un comportement qui est tout à fait louable. Il a été élu. Il a été élu. Alors, pas réélu, mais enfin, il a été élu. Et même au moment de la réélection, c'est quand même presque moitié-moitié. Je suis d'accord avec vous, sauf que si le Capitole a été envahi, c'est quand même un peu à cause de lui. Donc, il a une attitude, et puis on le voit. Enfin, je veux dire, on a beau... moi, je ne veux pas me mêler de la politique américaine, mais enfin, il fait peur. Hein. Il fait peur au monde entier. Donc, étant donné qu'il est ingérable, qu'il semble aujourd'hui être même dans une forme d'irresponsabilité par rapport à tout ce qu'il peut dire, essayer d'avoir des garde-fous et de l'empêcher de communiquer sur Twitter, moi, ça ne me choque pas du tout. Je vous ai choisi comme visage de la semaine. Vous êtes notre homme de la semaine. Maintenant, c'est à vous de nous dévoiler le visage de la personne qui vous a marqué cette semaine. Camille Kouchner, elle signe le livre événement de cette rentrée, La Familia Grande au Seuil. Elle révèle que son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, a agressé sexuellement son frère jumeau lorsque ce dernier était adolescent. Pourquoi vous l'avez choisi, elle? Parce que je suis sidéré, vraiment sidéré par les chiffres que l'on voit. Alors moi, je suis parrain d'une association qui s'appelle Enfance Majuscule, qui est présidée par Patricia Chalon et qui se bat pour aider, pour lutter contre l'enfance maltraitée et pour aider les enfants, notamment qui ont été victimes de violences, à se défendre face à la justice. Les chiffres de violences sexuelles sur les enfants et encore plus d'inceste au sein de la famille sont complètement dingues. Je suis père de famille, je ne comprends pas comment c'est possible. C'est un truc qui me dépasse. Et alors, il y a ça qui fait que je suis très impliqué. Et puis, il y a cette omerta auprès d'un politologue qui a pignon sur rue, qui est un des membres influents de Sciences Po, avec tous les gens qui autour savaient, qui n'ont pas dit, mais merci Camille Kouchner, merci à elle.
Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer que si vous êtes au courant de faits aussi graves autour de vous, y compris avec des proches ou avec des amis, vous vous taisiez. Qu'on puisse faire comme si de rien n'était, quoi. Mais c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, et on le voit, Elisabeth Guigou et puis d'autres ont dû démissionner de certains de leurs postes. Mais comment on peut faire preuve de complicité passive face à des faits pareils? Moi, c'est un truc qui me... Voilà, je suis à la fois hors de moi quand j'écoute ça et en même temps dans un état de sidération qui fait que je ne comprends pas comment un être humain aujourd'hui peut faire ce genre de choses. Et donc je pense que Camille Kouchner a permis d'une part de dénoncer, si les faits sont avérés, un prédateur, aussi célèbre soit-il. Et surtout, je trouve que c'est une bonne façon pour dire à tous ceux qui le font et qui pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils sont célèbres ou parce qu'ils ont des réseaux, que ça peut leur retomber dessus à tout moment. Quand vous êtes off, quand vous ne travaillez pas. On a compris que même le travail pour vous, c'était une passion. Mais enfin, il y a des moments où vous déconnectez, vous nous l'avez dit, le soir. Et puis surtout, le vendredi soir, ça y est, vous passez à autre chose. C'est quoi les week-ends de Michel Simès? Alors, les week-ends, c'est en famille. Et puis, quand je peux, c'est la bouffe. Je suis un fan de bouffe. Et je vais vous dire, mon samedi ou mon dimanche le plus réussi, c'est le marché le matin. Oui. Pour faire la recette que j'ai trouvée dans un des dizaines de bouquins de recettes de cuisine que j'ai chez moi. Laquelle? Ça peut être... Je n'aime pas faire sans arrêt. La semaine dernière, c'était quoi? La semaine dernière, j'ai fait un wok avec un mélange de tous les restes que j'avais à la maison. Donc ce jour-là, vous n'aviez pas été au marché, vous n'aviez pas pu y aller? Alors, j'avais pas allé, mais j'étais allé la veille et j'avais fait des souris d'agneau que j'avais fait avec une purée maison. Et voilà. Et il suffit que j'aille prendre un bouquin, je trouve une recette sympa, je vais au marché et puis je fais... Et je peux passer des heures dans la cuisine. Alors, il faut me foutre la paix. Hein, mais je peux passer des heures dans la cuisine et recevoir mes amis quand vous pouvez les recevoir le soir, mais sinon je fais le dîner pour la grande famille. Et j'adore ça. Mais vraiment, c'est mon week-end idéal, c'est ça. Et puis du sport pendant le week-end aussi. Du sport, le week-end, et puis les vacances, le vélo? Et le vélo. Alors j'ai le vélo l'hiver, je le fais plutôt chez moi. Et l'été, ouais, j'ai fait. Ouais, dans les trucs dont je suis assez fier, j'ai fait Paris, le Var en vélo en une semaine. Tout seul. Paris, le Var, seul? Seul, 700 bornes. Ça, c'est des bornes. moments aussi de solitude. Ah, j'en avais besoin à un moment, c'était il y a 3-4 ans, et je me suis dit, à un moment, ça m'a pris comme ça. Alors, ma femme et un de mes fils me retrouvaient le soir à l'hôtel, mais je partais toute la journée tout seul. Je n'ai jamais vécu des moments d'intense émotion aussi forts que pendant ces 7 jours où j'ai été seul en train de descendre la France au ralenti. Merci Michel Simès. On vous retrouve à la télévision pour Prenez soin de vous. Votre prochain numéro de magazine, ce sera le mardi 19 janvier à 21h05 sur France 2. On vous retrouve aussi pour Antidote, ça c'est le dimanche. Et puis merci à vous tous d'avoir suivi cet entretien. Vous pouvez le retrouver en replay sur le site de bfmtv.com.